Monsieur le député, cher Alexis, Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le capitaine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs les élus, citoyennes et citoyens de la République, Montreuilloises, Montreuillois. Avec l'ensemble de la municipalité, nous nous présentons à vous avec respect, reconnaissance et avec l'ardent désir de servir. Nous vous présentons nos vœux les plus sincères, les plus chaleureux en cette année nouvelle. Meilleurs vœux, bonne année Montreuil. Je veux adresser aux agents de la ville de Montreuil le témoignage affectueux et reconnaissant de leur maire et vous dire que nous avons de la chance d'avoir des agents municipaux qui savent pour qui et pourquoi ils travaillent, c'est-à-dire l'intérêt général. Je veux remercier l'ensemble des institutions et des partenaires et leur dire que la municipalité, par-delà les différences et parfois les conflits, conçoit fondamentalement la relation de travail d'abord comme une relation de coopération au service de l'intérêt général. Je veux vous adresser à vous, les Montreuilloises et les Montreuillois, notre grande fierté de servir une communauté que traversent de si hautes valeurs, héritage d'une histoire longue qu'il nous appartient de transmettre à la génération suivante. Au fond, nous sommes très fiers de vivre à Montreuil. Le 31 décembre, j'étais comme chaque année dans les différents services publics, à l'hôpital intercommunal de Montreuil. J'ai rencontré cette infirmière qui travaille depuis 15 ans en réanimation et qui, depuis 15 ans, chaque jour, effectue un trajet de 2 heures pour prendre son service. En 15 ans, cette femme ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi elle faisait ça. Elle le savait. Elle était là pour soigner. Et en ce 31 décembre, pour la première fois de toute sa carrière, elle nous a confié que devant la pénurie, la désorganisation, la tarification à l'activité, la multiplication de la bureaucratie comptable, pour la première fois, elle se pose la question d'arrêter. Elle baisse les bras. Elle ne trouve plus le sens. Pourquoi continuer à se battre quand tout semble s'écrouler et que personne n'écoute ? Alors aujourd'hui, je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignants, je pense aux médecins et au personnel administratif de nos hôpitaux. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'eux. Et nous avons besoin de services publics puissants. Et cette situation, à mes yeux, est un acte d'accusation implacable contre 20 folles années de destruction libérale des services publics. Je pense également aux agents de la RATP. Nous avons besoin de chauffeurs de bus. Nous avons besoin d'un service public bien organisé, bien financé, et certainement pas, comme cela se prépare actuellement, de libéraliser les transports publics et de privatiser la RATP.
il faut les arrêter. N'ont-ils pas déjà compris avec l'hôpital, avec l'énergie, avec le médicament, que le pays, que la nation a besoin de grands instruments publics pour soutenir l'intérêt général, que les services publics sont la colonne vertébrale du pays. Défendre le service public, c'est ainsi défendre la France. Nous sommes, je crois, dans un moment de sidération devant les défis auxquels nous sommes confrontés. À 1200 km d'ici, les bombes pleuvent et une armée a pénétré le territoire souverain d'un pays du continent européen. Chaque jour, en Méditerranée, des personnes meurent noyées sur les chemins de leur migration. L'inflation a conduit certains d'entre nous à se priver toujours plus de l'essentiel. Un enjeu est commun à toutes les crises, je crois, c'est la question du climat. Le changement climatique semble sidérer nos sociétés alors que l'évidence est devant nous. Sans action déterminée maintenant, les générations présentes sont devant une impasse mortelle. Les causes sont établies, l'été en a été la tragique démonstration. Partout où nous regardons, les conditions de prospérité et d'habitabilité humaine se réduisent pour s'effondrer bientôt. Nous avons perdu 10% de la production mondiale de céréales du fait de l'augmentation des températures. Les populations d'êtres vivants ont diminué de moitié en moins de 40 ans. La vie s'éteint doucement. Et nous savons que l'activité humaine est la cause de ces changements biologiques et physiques. Tout appelle, à mon sens, à une action résolue et à changer nos façons de produire, d'échanger, de consommer et peut-être fondamentalement d'être au monde. Nous avons besoin d'une évolution profonde du genre humain, quasiment une mutation culturelle de l'espèce. Nous avons, à mon sens, besoin d'évoluer de la société de l'avoir, c'est-à-dire du bonheur par la consommation et la destruction, à la civilisation de l'être, c'est-à-dire de la relation sensible au vivant, du développement éducatif, intellectuel, culturel et moral. Le climat est donc, à mes yeux, l'affaire prioritaire, car elle conditionne toutes les autres. Sans écologie, pas de justice sociale, car il n'y a pas de justice sociale sur une terre devenue désert. Et sans justice sociale, les politiques écologiques seront insoutenables car rejetées par le grand nombre. Et de ce point de vue, certains disent parfois que les classes populaires sont indifférentes à la situation. C'est faux. C'est totalement faux. La Convention citoyenne pour le climat que nous avons organisée, dans laquelle les gens ont été tirés au sort, l'a montré. Seulement, les classes populaires ne veulent pas, et elles ont raison, à mon sens, que ceux qui nous ont conduits au bord du gouffre, qui polluent le plus, qui ont délocalisé, fassent payer la facture de la crise climatique à ceux qui n'ont que très peu ou quasiment rien. Car je rappelle ce chiffre impressionnant, valable dans notre pays, je rappelle que les 10% les plus riches sont responsables des 50% des émissions de gaz à effet de serre. Le problème, à mon sens, est donc de forger une alliance entre justice sociale et écologie.
pas de les opposer. Le problème est d'intégrer tout le peuple, et donc la classe ouvrière, et donc les paysans, et donc le périurbain, et donc les banlieues, et donc les métropoles de France, à l'effort pour créer une nation verte. Et à mon sens, cette situation appelle à une taxation de guerre sur le capital. Comme l'Amérique des années 30, quand il a fallu se relever de la grande crise. Pour faire sa mutation écologique, l'Europe a besoin de prendre 10 points de PIB sur le capital pour financer le changement. Et que l'État, que les collectivités locales retrouvent une capacité d'action centrale, tant les opérations d'aménagement nécessaires en matière de transport, d'isolation thermique des bâtiments, d'alimentation ou encore d'industrie souveraine sont nombreuses. Alors, nous sommes des élus locaux. Nous agissons donc localement, au service de toutes et de tous, sans discrimination. Nous sommes des élus locaux, guidés dans notre action quotidienne par une vision, par des valeurs, par des principes. Montreuil se développe dans tous les quartiers. Et dans ce mouvement, il est à mon avis important de savoir sur quoi doivent se concentrer nos efforts. À mes yeux, sur 3 questions. Premièrement, Montreuil est-elle aux côtés des siens? Protégeons-nous. Prenons-nous soin de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Deuxièmement, Montreuil favorise-t-elle le développement des libertés individuelles et collectives? Troisièmement, Montreuil se prépare-t-elle activement au changement climatique? Faisons-nous aujourd'hui ce qu'il est nécessaire pour que dans 10 ans, Montreuil soit une ville agréable à vivre, malgré les fortes hausses de température que nous allons connaître. Protéger notre communauté, nourrir les capacités humaines, anticiper le changement climatique, voilà notre perspective essentielle. Protéger la santé. Nous sommes mobilisés pour développer l'offre de soins à Montreuil. Nous avons créé le nouveau centre de santé Altaïs, qui accueille maintenant, je vous l'annonce, 20 000 patientes et patients par an. Nous favorisons l'installation de médecins libéraux, notamment avec l'arrivée de la maison rue Gaston-Loriot et avec un projet de cabinet médical boulevard de la Boissière. Et je veux vous dire que nous nous sommes battus aux côtés de notre hôpital intercommunal. Nous avons obtenu 18 millions d'euros d'investissements nouveaux. Nous aurons le plaisir, vendredi, d'inaugurer le nouveau centre d'imagerie médicale et dans quelques semaines, d'inaugurer les nouvelles urgences de l'hôpital intercommunal de Montreuil. Et enfin, je veux dire à chaque parent et à chaque enfant que désormais, chaque enfant, chaque jeune Montreuillois, quand il a 18 ans, a droit dans nos centres de santé à une visite et un check-up complet pour faire le point sur sa santé à l'entrée dans la vie. Protéger également contre l'isolement. 40% des enfants qui vivent avec un parent isolé sont pauvres en France. En lien avec la collective des mères isolées, nous appliquerons en février un abattement de 40% sur les tarifs de cantine et les activités périscolaires pour les parents isolés. Celles et ceux qui affrontent au quotidien la charge éducative, administrative, financière, c'est-à-dire en masse les mères, doivent être soutenus par la collectivité
il y a au fond une carte famille nombreuse. Nous disons il faut aussi soutenir les familles isolées. Pour les jeunes filles et les femmes en situation de précarité économique et parfois de précarité menstruelle, nous mettons désormais à disposition des protections périodiques gratuites dans 15 lieux de la ville. Et au fond, nous sommes très fiers d'avoir fait cela. J'ai découvert moi-même, il y a maintenant 2 ans, la nature du problème qui touchait de nombreuses femmes et jeunes filles à l'échelle du territoire. Il fallait donc agir. Pour les femmes victimes de violences, nous mettons désormais des logements sociaux à disposition comme logement parcelle et chaque année, il y aura des logements supplémentaires mis à la disposition pour accueillir les femmes victimes de violences. Protéger aussi la diversité de Montreuil. Avec les nouveaux moyens de transport et d'attractivité de notre ville, il y a un essor. Ce dynamisme doit être au service des Montreuilloises et des Montreuillois et du développement des 14 quartiers de notre ville. C'est donc avec un immense plaisir que nous allons commencer à dépenser les 100 millions d'euros que nous avons obtenus pour la rénovation des quartiers Clos Français, Lanoux et pour la rénovation du Morillon. En avant les travaux, en avant la rénovation de nos quartiers. Et je veux dire, en ces temps où les prix de l'énergie ont augmenté, que d'ici 2026, nous rénoverons sur le plan énergétique 3126 logements de l'OPHM, soit un quart du patrimoine vieillissant de notre fils qui sera rénové d'ici la fin de mandat. Et je veux dire que pour la diversité sociale, pour ce que nous sommes, nous ne lâcherons pas sur l'objectif de 37% de logements publics dans toutes les constructions nouvelles, car le logement public, c'est un moyen, partout sur le territoire, d'assurer ce qu'est Montreuil, c'est-à-dire une terre de mélange et de diversité. Deuxième axe, nourrir les capacités humaines. Danton, dans son discours sur l'éducation, disait « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». C'est fondamentalement le rôle de l'école d'être en quelque sorte notre première piste d'envol. Je veux saluer ici l'ensemble des institutrices et des instituteurs de Montreuil, l'ensemble des professeurs de Montreuil et de la communauté éducative et de leur dire que nous les soutenons. Concrètement, pour accompagner les enfants, 30 ATSEM, vous savez, les agents qui aident en maternelle dans les classes les instituteurs, ont été recrutés depuis le début du mandat pour accompagner les enfants dans les classes de moyenne section. Et d'ici la fin du mandat, je vous annonce, mais je pense que vous n'en doutez pas, que nous tiendrons l'engagement d'une ATSEM dans toutes les classes de moyenne section de maternelle. Évidemment, nous poursuivrons l'investissement en matière scolaire avec la création de nouvelles écoles et la rénovation, je pense à Étienne d'Orve ou à Diderot, d'écoles qui attendent cette rénovation depuis longtemps. Nous poursuivrons également les mesures de soutien culturel, artistique et sportif. Et je pense en particulier au programme Philosophie à l'école avec l'association Sève de Frédéric Lenoir ou encore notre concours montreuillois d'éloquence pour les lycéennes et les lycéens de notre ville. Enfin, je veux vous dire que d'ici la fin du mandat, nous ouvrirons 2 nouveaux établissements culturels où nous en lancerons la création.
l'ancienne usine EIF dans les murs à pêche accueillera la rénovation de la maison populaire qui viendra ainsi s'installer au cœur de ces 3 quartiers des murs à pêche, des Ruffins et du Bel Air. Je veux saluer les représentants ici de la maison Pop et je veux leur dire continuez à vous battre et à diffuser la culture. Et nous ouvrirons dans l'ancien Méliès une maison de la danse et de culture urbaine, je l'espère, d'ici une grosse année. Vous trouverez, comme il n'y avait pas eu de vœux les années précédentes, pour les raisons que vous connaissez, nous publierons évidemment l'ensemble des actions dans un compte-rendu de mandat qui sera publié dans quelques mois. Et enfin, j'aurai le grand plaisir dans quelques jours de vous inviter à l'inauguration de la dernière tranche du foyer Barra, rue Barra. Et je suis très heureux d'être dans une ville dans laquelle on ne me demande pas de fermer des foyers de travailleurs migrants, mais dans lequel j'ai reçu des courriers pour dire « Monsieur le maire, on détruit le foyer Barra, mais vous allez bien nous le reconstruire sur place. » Ça me rend fier et ça, c'est Montreuil. Anticiper enfin sur le plan climatique en 5 directions. 1, il faut planter et encore planter des arbres. Avec Est Ensemble, nous avons débloqué 20 millions d'euros pour planter 20 000 arbres d'ici 3 ans et demi. Et ça représente donc 5 000 arbres à planter pour Montreuil. Et ça veut donc dire qu'il va falloir planter partout. Évidemment dans les rues principales, dans les rues secondaires, dans les petites rues, mais aussi sur le territoire des bailleurs sociaux et aussi chez les particuliers. Il y aura en quelque sorte « Allô arbre », vous appellerez et on se précipitera chez vous pour planter l'arbre qui, dans 10 ans, nous permettra d'éviter les îlots de chaleur. 5 000. Deuxièmement, il faut débitumer. Nous avons besoin de permettre à l'eau de passer dans le sol et de nourrir nos nappes phréatiques. Et nous avons besoin d'enlever partout où cela est possible le goudron qui, du coup, génère de la chaleur et augmente encore la température de nos villes. Les fosses d'arbres doivent être dégoudronnées et élargies. Et sur ce plan, c'est une erreur de mon premier mandat. Faut avouer. Et au lieu des places de parking goudronnées, il faut pas les remplacer, vous savez, par des pavés ouverts qui permettent à l'herbe et à l'eau de passer, ou de la grave et laisser l'eau entrer et l'herbe pousser. 3, il faut créer des espaces verts nouveaux. Nous inaugurerons au minimum 2 espaces verts nouveaux côté Bas-Montreuil et sur tout le parcours du tramway T1. Nous allons créer 6,2 hectares d'espaces verts et de pleine terre. Concrètement, c'est donc plus de 6 terrains de rugby d'espaces verts que nous allons rendre aux Montreuilloises et aux Montreuillois. D'ici la fin de l'année, nous lancerons les travaux de la Croix de Chavaux avec comme objectif un meilleur partage de l'espace public, assurer les continuités cyclables et végétalisées.
Quatrièmement, mieux utiliser l'eau. À partir du 1er janvier 2024, la Régie publique de l'eau d'Est Ensemble sera opérationnelle. C'était l'un de mes engagements de campagne. Nous mettrons en place une tarification qui favorisera les foyers économes en eau et qui pénalisera les consommations abusives. De nombreuses fontaines publiques seront installées d'ici la fin du mandat, car ce n'est pas la peine de continuer à acheter des petites bouteilles quand l'eau publique est disponible et bonne dans l'espace public. Et 5, bien évidemment, continuer le combat pour les transports. C'est évidemment l'arrivée de la ligne 11 du métro, c'est le prolongement du T1 jusqu'à Val-de-Fontenay et l'absence d'arrêt des travaux, c'est la ligne 9, c'est la ligne 1 et c'est de manière urgente tout faire pour recruter des chauffeurs de bus de manière à ce que les habitantes et des habitants du Haut-Montreuil retrouvent ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire des bus qui arrivent à l'heure et qui respectent leurs horaires. Je veux dire que dans ce travail, je sais pouvoir compter sur mon premier adjoint, Gaylor Le Shaker, et sur l'ensemble des élus de la municipalité. Je veux les saluer devant vous. L'équipe est mobilisée et pleinement dans l'effort de service public aux côtés d'une administration efficace et organisée. Merci de votre travail, merci de votre engagement. Je dois à la vérité de confier que cet état d'esprit, cette énergie au service de Montreuil, est parfois contradictoire avec la politique française et singulièrement avec l'état d'esprit du camp politique auquel j'appartiens, avec la municipalité, celui de la gauche et des écologistes. À gauche, l'esprit de fraction prévaut. Le débat est dominé par des femmes et des hommes qui souvent ne trouvent plus la mesure de leur valeur que dans un tweet assassin. Ils décochent leurs flèches empoisonnées et s'enivrent au miroir des alouettes des réseaux sociaux. Nous ne construirons pas un avenir pour le pays en nous soumettant à l'esprit du temps, c'est-à-dire à l'individualisme, à l'égotisme et à l'absence de travail. Et sur le lit de l'impuissance de la gauche française s'écrit pas à pas la possibilité de la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Cette possibilité est désormais bien réelle. Et il y a un grand risque que la lâcheté, l'étroitesse d'esprit et toutes les pulsions de destruction prennent le pas sur la seule tâche qui vaille, sortir le pays de cette situation, lui offrir la possibilité d'un avenir, d'un projet convaincant pour le grand nombre, pour la classe ouvrière comme pour les classes moyennes. Un projet qui unisse climat et justice sociale. Alors, il me semble que nous devons refuser de laisser cette situation en l'état. Organiser la révolte. S'opposer à l'esprit de division d'où qu'il vienne. Fomenter la subversion des fatalités actuelles, se placer au service de l'intérêt supérieur du pays et du climat. La première étape, à mon sens, c'est les retraites. Il faut s'unir.
le gouvernement a annoncé le report de l'âge de la retraite à 64 ans. La France a produit en 2022 plus de 2500 milliards d'euros de richesses nouvelles. Nous sommes, à mon sens, devant un choix politique, placer l'économie au service de l'humain ou l'humain au service de l'économie. Écoutez les mots du ministre Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, je cite, « La retraite ne doit plus être une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. » Cette réforme est en réalité également un projet caché de baisse générale des pensions, car il est difficile de trouver un travail passé le cap des 55 ans et qu'ainsi augmenter l'âge de la retraite revient souvent pour près d'un Français sur deux de plus de 60 ans à augmenter la durée du chômage. Je crois pouvoir parler au nom des forces de gauche représentées au sein du conseil municipal en disant que nous nous donnerons les moyens pour que chacune et chacun puisse comprendre et participer à ce débat et que nous nous placerons au service du combat. Madame la Première ministre, retirez le projet. Retirez-le, tout simplement. La deuxième étape, c'est agir pour éviter que le pire scénario se produise. Il y a quelques années, un grand monsieur, Jack Ralite, avait créé les États généraux, j'allais dire généreux, les États généraux de la culture à partir de la Seine-Saint-Denis. Comme une passerelle, un pont jeté avec les artistes, les intellectuels, les spectateurs et les spectatrices et toutes les gauches. Je vous propose en quelque sorte de lancer des ateliers pour le climat et la justice sociale, de lancer un pont vers l'avenir, de prendre notre avenir en main et de créer les conditions d'une contribution positive, ici et maintenant, à la situation que nous vivons. Créer un mouvement avec l'intention, à travers ces ateliers, pour le climat et la justice sociale, de résoudre la question de l'union politique entre les couches populaires et les classes moyennes. Non pas seulement dénoncer, regretter, opposer, constater, apporter des solutions, résoudre des problèmes, assumer que nous ne nous résignons pas à la grande déchirure de la gauche et du peuple, mais que nous nous engageons sur le chemin pour la résoudre. Les ateliers pour le climat et la justice sociale sont un petit navire que je vous propose de lancer par-delà nos frontières pour voir si au bout du chemin nous pouvons contribuer de manière utile à l'avenir du pays. Comme dans le Cid de Corneille, vous savez, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. S'unir pour réussir. S'unir pour réussir. S'unir pour réussir. Citoyennes, citoyens, amis, comment faire face à nos responsabilités, sinon en prenant pied pleinement dans notre vie, dans nos valeurs, en réalisant les promesses les plus intimes que fatalement, un jour, chaque être humain se fait à soi-même. Le moment que nous vivons est extrêmement paradoxal. Jamais l'esprit public n'a été si malmené. Jamais le civisme le plus élémentaire ne s'est autant dissous dans des comportements triviaux. Jamais la politique n'aura été si réduite à un divertissement sans âme. Jamais nous n'aurons été si seuls au milieu de millions d'autres êtres humains, comme si tout ce fatras de bruit, de réseaux, de changements n'avait servi qu'à déraciner et qu'à isoler. Tout ceci
À présent, il faut le laisser partir. Aucune société ne peut vivre durablement sans le soutien puissant de l'effort résolu de ses membres. Aucune. Aucun être humain ne peut durablement être humain au milieu des siens sans avoir la possibilité de servir une certaine idée de la justice et de la vérité. Aucun. C'est pour cela que nous avons besoin d'institutions collectives. C'est pour cela que nous avons besoin d'un esprit civique. C'est pour cela que seule la grandeur nous inspire et cherche à accompagner nos vies. Citoyennes, citoyens, amis, toujours existe la vibrante possibilité d'être utile et de réussir l'impossible. L'avenir nous tend les bras, grand ouverts. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, d'amour, d'espoir, de tout cœur. Vive le service public, vive Montreuil, vive la République et vive la France. J'ai déjà une seconde à vous présenter car nous nous apprêtons en votre nom à leur remettre la médaille de la ville de Montreuil. La première, c'est une femme qui compte beaucoup à mes yeux. Voilà 40 ans qu'elle occupe au sein des associations de locataires de l'OPHM une responsabilité particulière, celui de défendre les locataires. Et Dieu sait qu'elle l'a fait avec acharnement et avec énergie. Je vous demande d'accueillir une grande dame de Montreuil, une grande dame de l'engagement, Micheline Thirier de la CNL. Au nom des Montreuilloises et des Montreuillois, chère Micheline, merci. Merci pour ton engagement au service de l'intérêt général. Ah, c'est toi peut-être là. Je me rassois. Ouais. Merci beaucoup. Il vient d'être décoré par le président de la République dans l'Ordre national du mérite. Son parcours est celui d'un médecin engagé en faveur du droit à la santé pour tous. Nous aurons l'occasion de le fêter et de dire son parcours au moment de la remise officielle de l'Ordre national du mérite. Il a été, avec les collègues de Montreuil, un des premiers médecins à se rendre en pleine crise du Covid auprès des travailleurs des foyers migrants et assurer la continuité du service public. Il est le médecin directeur de nos centres de santé. Je vous demande d'accueillir, en nom de sa carrière, de son action et aussi de l'ensemble des agents du service des centres municipaux de santé, Pierre-Étienne Manuelan, directeur des centres de santé. Au nom des Montreuilloises et des Montreuillois, je vous remets la médaille d'honneur de la ville de Montreuil.
Ils ont traversé nos vies. Ils nous ont fait pleurer, parfois. Ils nous ont fait rire, souvent. Ils nous ont émus. Ils nous ont nourris. Je vous demande d'appeler, ça c'est moi qui vais le faire. Je vous demande d'applaudir les deux fondateurs du théâtre La Girandole de Montreuil, Félicie et Luciano. Quelle émotion, quelle émotion! C'est une médaille pour deux, hein? Il y en a qu'une? Elle est en chocolat, on peut la manger? Non, on ne la mange pas. Au nom de la municipalité, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Montreuil pour votre action. Alors, merci à la municipalité, merci à monsieur le maire et merci à tous les Montreuillois. Et on a de la chance, vive Montreuil, c'est la plus belle ville pour vivre dans toute l'île de France et je pense même en France. Carrément, bravo! Il s'appelle Le Gall. On l'appelle en vérité capitaine. Il dirige la brigade des sapeurs-pompiers. Non, vous ne dirigez pas la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il dirige la compagnie des sapeurs. Il dirige la 24e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il est désormais notre capitaine depuis 1 an et demi. Il sera pendant quelques mois encore notre capitaine. C'est un grand honneur en votre nom à toutes et à tous pour nos relations de travail et de coopération, mais aussi pour l'ensemble de l'œuvre de la 24e compagnie, d'appeler Sylvain Le Gall, le capitaine de la 24e compagnie. Au nom de la municipalité, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Montreuil. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenons le temps à présent de nous égayer en quelque sorte dans l'hôtel de ville et de partager l'essentiel. À bientôt.